Mais je vous propose qu'on commence d'emblée cette première séance pour laquelle nous aurons le plaisir d'entendre France Fortier de l'Université du Québec à Rimouski et Claude Coste de l'Université Stendhal à Grenoble. Et c'est pour moi un grand plaisir, autant qu'un honneur, de vous présenter Claude Coste, puisque j'ai eu la joie de travailler sous sa direction en thèse. C'est-à-dire que s'il fallait encore trouver un ultime responsable à l'organisation de ce colloque, ce serait sans doute Claude qui a bien voulu encadrer, m'a suggéré et m'a soutenu dans ce sujet qui était de travailler sur les cours au Collège de France. Que dire pour vous présenter? Claude, vous êtes à la fois un grand spécialiste de Barthes et un grand spécialiste des rapports entre littérature et musique. Vous m'autoriserez à ne parler que de Barthes aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous intéressera sans doute. Alors, vous avez écrit une thèse et publié un livre sur Roland Barthes moraliste en 98 et vous avez largement contribué justement à la mise en publicité, à la diffusion des cours, puisque dès 2002 vous avez édité le Comment vivre ensemble, le premier cours au Collège de France de Barthes. Vous avez par la suite édité Le discours amoureux, qui est le séminaire qui donnera lieu ensuite au fragment d'un discours amoureux, qui avait été tenu à l'École des hautes études, qui est paru en 2007. Et vous travaillez, alors entre autres, est-ce qu'on peut le dire, je crois que le projet est suffisamment abouti, à une anthologie Roland Barthes qui devrait sortir au Seuil à l'automne, je crois. Et puis, précisément sur l'édition du séminaire de 2 années, d'une année et demie, compte tenu des circonstances, consacré à la nouvelle Sarrasine de Balzac, ce séminaire qui donnera le célèbre SZ. Et c'est précisément ce dont vous proposez de nous parler. Donc, je vous cède avec un grand plaisir la parole. Merci beaucoup Guillaume, même si le mot de parole est un mot maintenant suspect, et je vais beaucoup en parler dans cette communication, si bien que votre introduction allait tout à fait dans le sens que je vais suivre. Mais l'usage que je ferai de la parole, c'est d'abord, même si ça peut paraître convenu, un usage qui est lié au remerciement. Remerciement aux organisateurs, d'abord d'avoir organisé cette journée, remerciement aussi pour l'accueil qui a été le mien et le nôtre, je peux dire pour l'ensemble des autres, remerciement aussi à vous Guillaume, parce que ce que vous ne pourrez pas dire et que je tiens à dire, c'est que d'abord c'était fort agréable de vous diriger, parce que la confrontation à l'intelligence est stimulante, et d'autre part que cette anthologie qui paraîtra en octobre vous doit beaucoup, puisque vous avez été un lecteur attentif. Vous m'avez un petit peu rendu la monnaie de ma pièce, on peut dire. Je vous ai donné ma copie, et vous avez lu cette anthologie avec toute la connaissance que vous avez de l'œuvre de Barthes, et je dois dire que cette anthologie vous doit beaucoup. Donc voyez, on peut faire un bon usage de la parole, en commençant par faire des compliments aux gens, surtout quand ils sont sincères. Vous avez annoncé mon sujet, et effectivement, je vous propose maintenant une sorte de communication en forme, mais d'un travail qui est encore en cours. En effet, cette édition du séminaire sur Sarrasine s'inscrit dans un vaste projet, qui est un projet dirigé par Éric Marty, l'éditeur des œuvres complètes de Barthes au Seuil, et qui voudrait mettre à la disposition du public le maximum des séminaires de recherche, ceux du Collège de France, bien sûr, mais aussi les séminaires de l'École pratique des hautes études, et un certain nombre de séminaires sont encore publiables dans le fond de l'IMEC, qui est extrêmement riche et qui est très ouvert, et je vous engage, si vous travaillez sur Barthes, allez le consulter, parce qu'il y a tout un champ de recherche extrêmement neuf. Donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est donc de l'édition de ce séminaire Sarrasine que j'espère rendre à l'automne, en collaboration avec un ami et universitaire britannique, qui est Andrew Stafford, qui enseigne à l'université de Leeds, et nous travaillons ensemble sur cette édition, dont je voulais aussi lui rendre hommage. Il s'agit, comme l'a dit Guillaume, d'un séminaire tenu en 67, 68 et 68, 69 qui porte sur Sarrasine, la nouvelle de Balzac. Je rappelle en un mot l'intrigue de la nouvelle, tout le monde la connaît, mais il suffit que quelqu'un ne la connaisse pas et il se sentirait lésé. Sarrasine est un sculpteur français qui est en Italie à la fin du XVIIIe siècle et qui tombe amoureux de la Zambinella, une chanteuse d'opéra absolument extraordinaire. Cette chanteuse n'est pas insensible à la cour que lui fait le sculpteur, mais elle se tient en retrait, refuse de se donner à lui, et on comprend à la fin que cette chanteuse est en fait un castrat. Nouvelle extraordinaire de Balzac qui a fasciné Barthes et beaucoup d'autres écrivains, à commencer par Bataille, puisque c'est la lecture qu'en fait Bataille, très rapidement d'ailleurs, qui va donner à Barthes l'idée d'aller voir cette nouvelle. Il y a d'autres sources, mais enfin, c'en est une. Et comme le disait Guillaume, ce séminaire va donner l'écriture de SZ en 1970. Donc 67-68, 68-69 pour le séminaire, et puis 70 pour la parution du livre.
Alors bien évidemment, de 68 à 70, nous avons affaire à des moments très très importants dans la vie politique et intellectuelle française. Alors les événements de 68 ne sont pas français, ils sont mondiaux. On a un peu tendance en France à considérer qu'il n'y a que nous qui avons bougé à ce moment-là. Non, le monde entier occidental a bougé, et ce sont des moments importants donc de la conscience occidentale, de la vie politique occidentale, et c'est aussi un moment très important de la vie intellectuelle, puisqu'on pourrait dire que c'est le passage en France du structuralisme au post-structuralisme, pour employer des termes un peu rapides, enfin qui ne sont pas tout à fait faux. Et d'un point de vue très littéraire, en ce qui concerne la critique littéraire, on passe de l'explication de texte qui est liée à l'analyse structurale des récits à quelque chose de tout à fait nouveau avec SZ, qui est l'analyse textuelle. Et on pourrait dire que pour Barthes, la fin des années 60, le début des années 70, c'est le grand moment de l'analyse textuelle, dont SZ est l'ouvrage le plus important. Alors, comment analyser, puisque c'est mon propos, la relation, et la relation de style aussi, et donc de pensée, entre le séminaire et le livre. Les séminaires sur Sarrazine, le séminaire sur Sarrazine et le livre SZ. Alors pour cela, je voudrais m'aider de métaphores. La métaphore est la meilleure et la pire des choses dans la vie intellectuelle. Il faut la tenir comme un cheval, il faut la tenir en bride, sinon elle vous échappe, mais en même temps elle est extrêmement riche. Et je me suis interrogé sur les grandes métaphores qui pouvaient aider à lire l'œuvre de Barthes. Philippe Roger, dans son beau livre Barthes roman, met au centre de l'œuvre de Barthes la métaphore de la spirale, c'est-à-dire le retour des éléments à un autre degré d'élévation. Les mêmes reviennent, mais pas de la même manière parce qu'ils reviennent ailleurs. Pour ma part, ma métaphore fétiche, là, depuis 2 ou 3 ans, mais je pense que je viens par lasser, enfin pas à Montréal puisque c'est la première fois que je viens, mais je viens par lasser par l'usage que je fais de cette métaphore, c'est l'apologue des porcs épics. Je crois, Guillaume, ça fait au moins 3 fois que vous l'entendez dans mes interventions. Vous êtes bien aimable. Donc, la métaphore des porcs épics est racontée dans le discours amoureux, et Barthes l'emprunte à Freud, qui l'empruntait lui-même à Schopenhauer. Belle lignée pour parler des porcs épics. De quoi s'agit-il? Les porcs épics ont froid, donc ils se rapprochent. Ils sont dans l'hiver canadien, si vous voulez. Ils se rapprochent, sauf qu'ils se piquent, forcément, puisqu'ils sont l'un contre l'autre. Donc ils s'écartent. Ils ont un nouveau froid. Et ça peut durer très longtemps, jusqu'à ce que, dit Barthes, ils trouvent le degré de distance convenable. Voilà. Trouver le degré de distance convenable, c'est ma métaphore à moi, cette métaphore spatiale qui peut permettre d'analyser toute l'œuvre de Barthes. À quel degré faut-il se tenir des gens pour vivre ensemble, etc. Prenons cette métaphore, elle est extrêmement riche, et je voudrais en faire le fil conducteur de cette confrontation entre les séminaires et le livre. Bref, je vais faire une sorte de dialectique, analyser une dialectique de la distance et de la proximité, en prenant à la fois cela au sens propre et au sens figuré, parce que là je suis très proche de mes collègues, mais je suis en même temps beaucoup plus loin des vôtres, ça c'est au point de vue spatial, mais on peut être aussi très proche des gens de point de vue métaphorique, et très loin d'eux également d'un point de vue métaphorique. Donc, comment prendre cette métaphore spatiale, en sachant qu'elle comporte aussi une réalité tout à fait physique et concrète, pour analyser et les séminaires et le livre. Bon, dans un premier point, parce que comme je suis français, le décalage horaire ne m'empêchera pas de faire un développement en 3 parties, c'est dans les gènes maintenant. Dans un premier point, je voudrais vous montrer au fond d'une façon très très banale que le séminaire est en quelque sorte peut passer pour le brouillon du livre, son antichambre, sa fabrique, et que le livre est l'aboutissement du séminaire, et que le livre est un moyen de prendre ses distances par rapport à la dimension très analytique du séminaire. Donc si vous voulez, le livre se caractérise comme un aboutissement, et cet aboutissement est un approfondissement, et c'est une des formes de distance. Écrire, c'est prendre ses distances par rapport à la dimension très analytique du séminaire. Et du coup, le séminaire est caractérisé par la proximité. Proximité à quoi? C'est un acte de présence aux autres, les étudiants qui sont là, tout à côté du maître, au sens physique cette fois-ci, les étudiants sont juste à côté, et également, bien sûr, une proximité au sens intellectuel. Je vais essayer de le montrer dans un instant. D'abord, la proximité au public. Barthes le répète très souvent, et il le répète encore dans son séminaire, Barthes ne croit pas au dialogue forcément comme un échange de paroles. Dialoguer avec quelqu'un, ce n'est pas forcément échanger des paroles, et il y a un dialogue qui passe par l'écoute, par la parole de l'un, voici la parole à nouveau qui apparaît, et l'écoute de l'autre. On peut dialoguer dans le silence, on peut dialoguer dans le monologue, il suffit que l'autre écoute, et c'est l'écoute de l'autre qui donne forme à la parole professorale, par exemple. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente chez Barthes. Le dialogue passe par l'écoute, et ce n'est pas du tout parce qu'on se tait que l'on est passif et qu'on n'est pas membre du dialogue au sens le plus large du terme. Et en ce sens-là, Barthes s'est toujours opposé à cette pédagogie qui se développait dans les années 60 et 70, donner la parole à l'autre, il faut que les étudiants
prennent la parole, il faut que les élèves prennent la parole, etc. Barthes fait remarquer qu'on n'est pas obligé de parler, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants: si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, écoutez-moi, ce sera peut-être aussi un bon profit. Alors, Barthes montre la valeur du silence et de l'écoute silencieuse comme quelque chose d'enrichissant. Je prends deux exemples, l'un qui est valorisant, l'autre qui est un peu parodique. L'exemple valorisant, c'est Catherine, la fille de Mère Courage, dans la pièce de Brecht, qui ne dit quasiment rien, mais qui regarde. Et Barthes dit à quel point le regard silencieux de cette femme qui comprend tout, c'est elle le bon sujet de la distanciation brechtienne, eh bien, va tirer la leçon politique de cette aventure, même si elle n'a pas pris la parole. Parodie de cette façon de dialoguer du côté du monologue, c'est une phrase de fragment d'un discours amoureux que j'aime beaucoup. « Je parle, tu m'écoutes, nous existons ». Bon, là, on est bien davantage dans une légère parodie de cette façon, parce qu'il y a aussi des écoutes qui sont passives et qui sont des formes de soumission. Donc, Barthes considère cette proximité de la manière suivante: la présence physique des étudiants, leur écoute active, donne forme à la parole du professeur qui est obligé de réagir d'un cours à l'autre à l'écoute de ses étudiants. Et Barthes, dans son séminaire, note les déceptions des étudiants qui trouvent parfois que la démarche de Barthes manque de scientificité, et que le découpage des lexis est un petit peu aléatoire, et manque de rigueur. Et donc il y a des traces, et il est obligé de lutter contre la parole ou l'écoute de ses étudiants. Deuxième proximité, ce n'est pas la proximité avec le public, et cette proximité est physique, c'est une proximité, je dirais, physique, elle aussi, mais surtout métaphorique avec le texte. C'est la dimension très analytique que Barthes pratique à ce moment-là dans ce qu'on appelle l'analyse textuelle. Vous le savez, Barthes découpe la nouvelle de Balzac en lexis, c'est-à-dire en petits morceaux assez arbitraires, et il épuise chaque lexis d'une façon extrêmement myope en la confrontant à tout un ensemble de codes herméneutiques, codes narratifs, etc., comme si on voulait faire non pas l'exploration d'un lieu commun, je pense à Pérec, mais l'exploration d'une méthode et d'un objet par épuisement. Et il y a une sorte de démarche extrêmement myope, extrêmement analytique, jusqu'à l'ennui. Parce que je me demande parfois, en lisant les notes de cours, si les étudiants de Barthes ne devaient pas avoir une extraordinaire patience d'entendre parfois des lieux communs, des évidences sur les textes. Quelle heure est-il, demande un personnage. Nous avons là le code de la question qui attend une réponse. Bon, cela est un peu évident. Il n'y a pas de court-circuit dans la pensée. Il y a au contraire une espèce d'ivresse de la myopie, j'ai envie de dire, et qui est volontaire. Et je crois que ça s'accorde chez Barthes à deux attitudes intellectuelles. Celle précisément analytique, précautionneuse, qui avance pas à pas, c'est celle d'analyse structurale des récits, c'est celle de système de la mode. Et par contrepoint, je suis toujours dans mes affaires de distance et de métaphore spatiale, l'euphorie du panorama. L'euphorie du panorama, c'est au sens propre chez Barthes ce que l'on peut voir du haut de la Tour Eiffel, c'est-à-dire ce spectacle parisien qui permet de tout comprendre, ce que l'on peut voir du haut de Notre-Dame, et j'espère bien demain à Montréal monter sur quelques gratte-ciel ou peut-être sur le Mont-Royal pour avoir un panorama de la ville qui me permettra d'avoir l'illusion de la comprendre. Donc il y a cette espèce de grande illusion ou réalité du panorama qui est métaphoriquement aussi présente dans son œuvre, c'est le degré zéro de l'écriture, si vous voulez, cette trouée que fait Barthes dans l'histoire, où là on a l'impression de tout comprendre. Et je pense aussi aux mots et aux choses de Foucault, qui là aussi produit une espèce d'extraordinaire trouée dans l'histoire. C'est peut-être très contestable la lecture que fait Foucault, mais c'est une lecture euphorique, parce que j'aime à dire que si l'homme meurt, si on annonce la mort de l'homme, il ne mourra pas idiot, il aura compris, comme dans un magnifique jardin à la française, comment s'agencer les magnifiques massifs de l'histoire. On a cette espèce d'euphorie qui vient du panorama. D'un côté, la myopie analytique, de l'autre, l'euphorie de la synthèse. Ce sont ces deux mamelles, j'ai envie de dire, qui nourrissent l'avancée de Barthes. Bon, bien sûr, il y a le pointillisme qui est ce moment de la proximité au texte dans le séminaire, qui appelle à un recul, un approfondissement, et ce sera bien sûr le travail du livre. Alors, je voudrais rapidement montrer que dans le livre, vous avez lu SZ, Barthes va réduire la part analytique, va donner les choses de façon beaucoup plus synthétique, parce que ce serait absolument illisible. D'ailleurs, c'est donné en petits caractères, et il va multiplier les moments de saisie synthétique, ces micro-panoramas qui apparaissent toutes les 10 lexis, avant d'avoir une sorte de grande conclusion finale. Dans le séminaire, on est peu dans le panorama, vous l'avez compris, on est beaucoup plus dans l'analyse la plus précise qui soit. D'autre part, le livre, par rapport au séminaire, va multiplier les codes.
Dans le séminaire, il n'y a guère qu'un seul code qui est exploité, c'est le code herméneutique. C'est le code de l'énigme, hein, qui est Sarrasine, comment la famille des Lantier a une telle fortune, etc., des Lantry, pardon, a une telle fortune. Il y a toute une série de codes qui sont liés à l'énigme, et Barthes essaie de les résoudre et de montrer comment la nouvelle les résout. Il n'y a guère qu'un seul code dans SZ. Vous savez qu'il y a les fameux 5 codes, hein, qui se tissent les uns avec les autres d'une façon parfois assez complexe. D'autre part, ce qui est beaucoup plus développé dans le livre, c'est la dimension lacanienne. Lacan est ponctuellement présent dans le séminaire. Hein. Barthes n'avait pas encore commencé sa psychanalyse avec Lacan, qui sera un échec complet. Il y aura 3 séances, c'est tout. Et donc, la présence de Lacan est assez ponctuelle, microscopique. Nous le savons, SZ est profondément marqué par une sorte d'imaginaire lacanien. Hein. Et Barthes voit dans la nouvelle de Balzac un refus non seulement de la castration, mais de la castrature, c'est-à-dire, non, plutôt, cette histoire de castrature, donc de castrat, est aussi un moyen de noter le refus de la castration et donc d'entrer dans l'ordre du symbolique. Hein. C'est la lecture que fait Barthes. Sarrasine refuserait d'entrer dans le symbolique, et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai et qui intéresse beaucoup Barthes. Bref, j'ai terminé ce premier point. Au fond, vous l'avez compris, proximité du côté du séminaire, pointillisme, myopie et recul par rapport au livre. C'est une manière d'envisager les choses, je crois juste, mais parfaitement banale, hein, et que l'on pourrait dire sur beaucoup de séminaires dans leur relation au livre. Le séminaire, c'est le lieu où on pétrit la pâte avec les étudiants, et puis ensuite on peut en tirer un livre, hein, qui sera forcément beaucoup plus intelligent parce qu'on aura pris le recul nécessaire. Mais ce recul que je voudrais analyser maintenant, qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est un recul que l'on pourrait analyser sur le plan politique. Je vous le disais, nous sommes en 68 et la France est en ébullition. Et il y a un moyen d'analyser dans ce séminaire l'attitude de Barthes à l'égard des événements de 68 et de la pensée de 68. En effet, et voir comment Barthes est à la fois dans un rapport de proximité et de distance, hein, toujours ma métaphore, à l'égard de 68. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de 68 ? On a commémoré en France le 40e anniversaire, je ne sais plus très bien, 40e anniversaire en 2008 de 68, et on se demandait s'il fallait parler du mois un peu agité, le mois de mai, ou s'il était plus intelligent, et c'était la seconde solution qui a été retenue, de parler en fait de toute la décennie de 68, et c'est ce moment où le vieux monde se craquelle. Hein. Vous le savez bien, Canadiens, la fameuse Révolution tranquille, c'est le même moment, c'est comment le vieux monde se défait pour laisser apparaître un nouveau monde. Bon, parce que les structures sociales, économiques ont évolué et qu'on ne peut plus vivre de la même manière. Donc, on valorise plutôt en France la pensée 68 plutôt que les événements 68 qui ne sont qu'un détail dans l'ensemble, même s'ils sont spectaculaires. Alors, je crois qu'on peut envisager les deux, Barthes et les événements de 68 et Barthes et la pensée de 68, et je voudrais voir comment ils se situent dans un rapport de distance et de proximité par rapport aux autres. Une date merveilleuse, Barthes notait sur son séminaire la date à laquelle il terminait son cours. Il termine son cours, la première année, le 2 mai 1968, date ô combien symbolique, et son cours s'arrête, on sait bien pourquoi, il n'a jamais pu le reprendre. Il ne le reprendra que l'année suivante, en novembre 68, et il le terminera jusqu'au printemps 69. Donc, le cours de Barthes a été interrompu par les événements de 68. Barthes n'a plus pu faire cours, et on sait, les biographes l'ont dit, un certain nombre de documents le prouvent, Barthes n'était pas très à l'aise, confronté aux événements de 68, il a été, largement pris à partie par les étudiants. Il y a une fameuse phrase, les structures ne descendent pas dans la rue, Roland Barthes non plus, qui ne lui a pas fait très plaisir. Barthes n'a pas aimé les événements de 68, et il s'est senti mal à l'aise, et cela explique en grande partie pourquoi il a accepté un enseignement à Rabat l'année suivante, et c'est un moyen de prendre du recul, mais cette fois-ci de façon très physique, par rapport aux événements auxquels il n'était pas mêlé de façon directe et de façon très, très affective. Donc on sait que Barthes n'était pas très à l'aise par ces événements qui lui ont ôté la parole, en quelque sorte. Toujours le mot de parole qui revient sur le devant de la scène. Or, le livre de SZ ne parle jamais des événements 68, jamais directement, vous êtes d'accord avec moi, jamais on ne voit une ligne sur les événements qui ont agité la France. En revanche, quand Barthes reprend son séminaire en 68, mais cette fois-ci à l'automne, il évoque les événements, et ça c'est un peu la nouveauté du séminaire. Vous pourrez le lire quand ce sera publié, j'espère, l'hiver prochain. Tout à l'heure je disais l'automne, déjà entre-temps ça a reculé à l'hiver. Bon, je rendrai à l'automne et ce sera publié cet hiver. Donc, quand Barthes reprend sa séance en 68, il fait une longue introduction
qui porte sur l'école pratique des hautes études et indirectement sur les événements et les réformes universitaires. Et ces pages, qui sont à peine rédigées d'ailleurs, très difficiles à lire, sont tout à fait passionnantes pour l'histoire des idées en France à ce moment-là. Alors, ce que dit Barthes, c'est d'abord qu'il critique les réformes d'Edgar Faure, vous savez, qui ont bouleversé l'université française. Je crois qu'elle en avait besoin en 68. Et au fond, ce que dit Barthes, et le thème va être repris constamment, c'est que l'on met la culture au service de la technocratie. C'est ce vieux reproche que l'on fait. Au fond, la République gaulienne, à sa fin, va mettre, en utilisant les sciences humaines, eh bien, la culture bourgeoise ou autre, peu importe, au service de la technocratie, au service, enfin, de la science, et dans ce qu'elle a de plus utilitaire. C'est ce grand débat dans tous les pays. Est-ce que la culture existe pour elle-même ou est-ce qu'elle doit être soumise à l'économie? Donc, cela est une critique que fait Barthes, et il critique la réforme Edgar Faure. Mais en même temps, Barthes se refuse à une position manichéenne qui serait une opposition entre d'un côté la jeunesse moderne et de l'autre côté le pouvoir gaulliste. Il montre au contraire, alors par petites touches, parce qu'il est obligé de faire attention, parce que son public est très 68ard autour de lui, par petites touches, il montre en fait qu'il y a une grande connivence sur certains points entre la jeunesse moderne et le pouvoir économique encore représenté par De Gaulle. Et c'est là qui est très intéressant. De nos jours, c'est très développé en France, ce type d'analyse, mais à l'époque, elle n'était pas du tout développée, elles étaient très originales. Montrer la connivence, quelque part, comme on dit, entre le technocratisme gaulliste et un certain développement et une certaine utilisation des sciences humaines en 68. Et Barthes a quelques mots assez durs à l'égard de ses collègues de l'école pratique des hautes études qui, au fond, ont tenu un discours qui, intellectuellement, n'était pas loin du discours du ministre qui prendra les rênes du ministère, c'est-à-dire Edgar Faure, en 68. Et il y a quelques mots extrêmement durs de la part de Barthes sur cette connivence entre une certaine jeunesse et le pouvoir économique et technocratique. Je vais passer assez rapidement, mais il me semble que le meilleur commentaire qu'a fait un écrivain de cette connivence entre la gauche et le technocratisme, c'est Pérec. Je vous engage à relire les choses, mais vous les avez lues et relus, ce livre extraordinaire, et relisez le chapitre 7 des choses qui porte en particulier sur la guerre d'Algérie. Et là, vous verrez comment les deux héros, qui sont de gauche et qui appartiennent au monde de la publicité, sont aussi très proches de cette nouvelle idéologie où se confondent à la fois les insurgés et le pouvoir contre lequel on s'est insurgé. Alors, je ne dis pas que 68, c'est le triomphe du capitalisme, mais il y a des convergences que Barthes avait déjà montrées d'une façon extrêmement précise et très prudent, parce que Barthes était un homme aussi prudent. Deuxième grand reproche que fait Barthes à 68, et ce reproche me rappelle votre introduction, c'est l'usage de la parole. L'usage de la parole, il dit au fond, 68, ça a été le triomphe, mais en même temps l'hystérie et la théâtralisation de la parole. Et on sait bien à quel point ce mot est important dans ces années-là. Alors qu'est-ce que c'est que la parole? C'est d'abord un texte, une profération orale. Et d'autre part, c'est une profération orale qui est liée à la volonté de pouvoir. Tous ces mots-là ont des connotations foucaultiennes, derridéennes, bien évidemment. C'est le bain culturel de cette époque-là. La parole est agressive. Je vous cite un peu Barthes. Prendre la parole, s'emparer du micro, le mien était à ma disposition. L'expression a pour corrélatif le vouloir impressionner. Parole égale chantage. Ce sont des notes de cours, donc elles sont écrites en style télégraphique. Donc, Barthes note qu'il y a une arrogance de la parole, prendre la parole, et cette arrogance, bien sûr, est liée à l'arrogance idéologique de ceux qui savent et font taire ceux qui ne pensent pas bien comme eux, puisqu'ils sont eux-mêmes représentants de la vérité. C'est la deuxième grande critique que fait Barthes à l'égard des événements de 68, une hystérie de la parole et donc une hystérie du pouvoir et la volonté de pouvoir sur le professeur et sur quiconque parle autrement que ce que l'on devrait parler. Mais en même temps, il ne faudrait pas faire de Barthes un penseur anti-68. Si Barthes était gêné par les événements de 68 et une certaine hystérie, et il y a eu une hystérie, c'est toujours hystérique les révolutions, de toute façon, quand on les regarde de près. Je crois que le meilleur commentateur de la Révolution, c'est ce que fait Flaubert dans l'éducation sentimentale. Sauf que Flaubert était un anarchiste réactionnaire et qu'il n'a pas vu qu'il pouvait y avoir aussi autre chose. Mais au fond, quand on regarde une révolution de près, elle est toujours hystérique. Qu'y a-t-il de plus hystérique qu'une AG? Je ne sais pas si on emploie au Québec, à l'Assemblée générale aussi, c'est toujours un moment de narcissisme extraordinaire, prendre la parole. Il y a des gens qui sortent de leur coquille, ça fait 20 ans qu'ils attendaient ce moment-là. On a tous vécu cela, vous êtes d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc,
ça, c'est la première grande critique que fait Barthes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un penseur anti-68. Et ça, son appartenance à la pensée de 68 se vérifie quand on analyse la parole à un autre niveau. La parole, c'est pas simplement la prise de parole superficielle. La parole, pour Barthes, et ça nous le savons, et là, c'est une pensée très derridéenne finalement, c'est toute production orale qui est liée à un discours monologique et donc à la monosémie. Donc, toute parole est monologique, monosémique, et donc en profondeur associée à une idée de pouvoir, mais pas simplement dans l'hystérie des assemblées générales. C'est-à-dire que tout discours qui est lié à la monosémie, à la domination de l'oral sur l'écrit, ce sont ces idées finalement assez derridéennes, eh bien, tout ce discours-là est un discours de domination. Et ce que veut dire Barthes, c'est qu'il faut sortir de cette parole-là, sortir de la monosémie et précisément aborder la polysémie, qui est l'objet même de l'analyse textuelle. Montrer qu'il n'y a pas une parole dans un texte, bref, il faut sortir de l'herméneutique. La parole, c'est l'herméneutique, il faut sortir de l'herméneutique, et c'est l'analyse textuelle qui permet de sortir de l'herméneutique. Et c'est le moment où Barthes développe cette analyse très très célèbre qui va culminer avec un texte de 68 là encore, qui est le fameux « La mort de l'auteur », dans lequel Barthes fait l'éloge de l'intertextualité, de la polysémie des textes, avec comme conséquence qu'un texte n'est plus écrit par quelqu'un, mais que ça parle. Vous connaissez ces mots lacaniens qui étaient très à la mode à cette époque-là. Donc l'auteur meurt, le possesseur du texte meurt, il n'y a plus d'origine à la parole, et du coup on retrouve une forme de liberté générale, et c'est tout le travail de Barthes dans son séminaire avant et après les événements de 68, montrer la polysémie, mais tout cela, ce sont des lieux communs que les barthésiens connaissent bien, et je ne voudrais pas insister trop longtemps là-dessus. Donc Barthes est profondément 68ard, par son exaltation de la polysémie, du ça parle, opposé bien évidemment à la monosémie de l'herméneutisme qui, bien sûr, a encore une grande puissance. Et moi, je suis assez défenseur de l'herméneutique, mais c'est une autre manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on oppose à la parole dans ces cas-là? L'écriture, c'est-à-dire, dans un sens très derridéen, un moyen de créer par l'écrit la pluralité du sens, le décentrement permanent, d'être constamment, non plus dans la figure du père, mais dans la signifiance. Tout cela est extrêmement connu, je ne développe pas. Mais comment faire d'un séminaire, qui est un lieu de la parole, au sens le plus explicite du terme, un lieu qui soit marqué par l'écrit, qui serait cette distance de l'écriture par rapport à la monosémie? Comment parler écrit? Comment dire les choses en même temps? Une sorte de parlure, de parole-écriture. Alors Barthes dit qu'il n'a pas de solution, mais il propose quelques entrées, quelques idées. D'abord, la première, c'est éviter que le professeur ne soit une figure de Socrate, en quelque sorte, le maître. Il faut que la maîtrise soit une maîtrise souple, et je crois que nous sommes tous obsédés par cette idée-là quand on dirige les travaux, faire son travail, mais en même temps ne pas écraser par une parole l'étudiant. Donc, il y a une phrase que j'ai envie de vous lire, parce qu'il y a une rature qui me fait beaucoup rire en tant qu'enseignant. Voici ce que dit Barthes sur l'attitude du professeur. « Rendez-vous avec moi. Disponibilité », alors Barthes a écrit « totale », et puis il barre total et il ajoute aussi grande que possible. Et je trouve ça très joli. Disponibilité totale, barrée, aussi grande que possible. Il y a une espèce de réalisme que je trouve sympathique sous la plume de Barthes. Toutefois, mettre en garde contre la notion de direction. Mémoire non sous moi, mais avec, à mes côtés, etc., etc. Donc une attitude qui soit une attitude d'accompagnement et qui ne soit pas une attitude de maître. Et on sait à quel point Barthes était mal à l'aise avec la figure de Socrate, il détestait Socrate, et qu'était-il lui-même sinon un Socrate d'une certaine manière. Il est très très mal à l'aise dans cette figure de Socrate. Il y aurait un très bel article sur Barthes et Socrate à écrire, je vous en suggère le sujet. Donc c'est la première idée, être un Socrate, disons, qui ne soit pas ironique. Ce serait ça, le rêve de Barthes. Socrate sans l'ironie. Barthes détestait l'ironie socratique, qu'il trouvait très prétentieuse, très arrogante. Deuxième possibilité, insuffler de l'écriture dans le séminaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, n'oublions pas, au sens propre, c'est que tout séminaire de recherche aboutit à un mémoire, et qu'un mémoire doit être écrit. Donc, penser l'écriture du mémoire comme une forme véritablement d'écriture au sens la plus libre possible. Alors certes, il y a le cadre institutionnel qui est très fort, mais essayer d'être le plus libre possible dans l'écriture. Donc, penser le séminaire en fonction des mémoires des étudiants qui seront le public, qui constitueront le public. Et autre manière de concevoir l'écriture, faire de la lecture elle-même une forme d'écriture.
l'écriture. Alors là, on est dans la métaphore. Que dit Barthes? Lire un texte, c'est en quelque sorte le coécrire. Et cela revient constamment dans son œuvre, et ça revient constamment dans le séminaire sur Sarrazine. Donc du coup, lire, c'est déjà écrire. Et on est déjà dans un acte qui est un acte de liberté, dont le mot écriture renvoie c'est un peu le maître mot pour signifier la liberté. Donc, voyez-vous, Barthes prend du recul par rapport à 68, incontestablement par rapport aux événements, par rapport à un usage superficiel de la parole, mais il s'inscrit profondément dans la pensée de 68 en remettant en cause la parole herméneutique. Bon, tout cela est bien connu, et je trouve que l'intérêt de Barthes, c'est de montrer toutes les ambiguïtés et la richesse même du mouvement de 68. Mais je termine, c'est mon troisième point. Il y a une autre manière pour Barthes de vivre cette profonde ambiguïté de 68 et de l'illustrer, je dirais, dans sa chair même d'écrivain. La formulation est un peu prétentieuse, mais je crois qu'il faut montrer par là qu'elle concerne Barthes au plus proche de lui-même, dans son activité d'écrivain et dans son identité de sujet. Barthes pointe les paradoxes de 68, j'en ai pointé un avec vous. Il y a un autre paradoxe que pointe Barthes, qui est un magnifique paradoxe, c'est qu'au fond, 68, c'est une remise en cause de la question du sujet, incontestablement, au nom de la notion de groupe. Le sujet doit être aliéné dans le groupe, c'est le groupe qui a la valeur véritable. Et l'on sait combien la pédagogie qui va suivre en France, je suis sûr qu'au Canada c'est pareil, la pédagogie du groupe, travailler ensemble, travail d'équipe, avec tout ce que ça a de positif aussi, et au détriment de l'individualisme du chercheur. Et en même temps, dit Barthes, cette idéalisation du groupe se combine avec un culte de l'individualisme. Parce que qu'est-ce que 68 sinon un culte absolu de l'individualisme? Moi, vous dis-je, et c'est assez. C'est bien que 68, c'est à la fois le culte du nous et le culte du moi. Et il y a une tension entre les deux. La parole est à la fois individuelle, et en même temps, elle chante la vertu du groupe, et donc de la collectivité. Il y a une sorte de malaise. 68, c'est ou moi ou nous. Et on ne sait jamais très bien comment articuler les deux. Et je crois que ce paradoxe-là est beaucoup plus intéressant que le premier, parce qu'il concerne directement Barthes. Si l'auteur meurt, si le texte est écrit par tout le monde, si le texte, ça parle, c'est la parole, c'est l'intertextualité, c'est le symbolique, c'est la culture, que devient le sujet dans tout ça? Que devient l'individu? Que devient l'auteur? Il disparaît. Or, en même temps, on le sait bien, il y a une résistance des quatre fers de Barthes à la mort de l'auteur et à la mort du sujet. Et toute son œuvre est portée à la fois par l'enterrement du sujet et l'enterrement de l'auteur, et une manière de le faire rentrer par la fenêtre, par la porte, et je dirais même peu à peu par la porte cochère, puisqu'il y aura de plus en plus un retour à la notion de sujet et d'auteur dans l'œuvre de Barthes. Et le séminaire est traversé par cette tension. Mort de l'auteur, résurrection de l'auteur. Mort du sujet, permanence malgré tout d'une forme de subjectivité qui ne soit pas bien sûr la subjectivité, on dira cartésienne pour aller un peu vite, même si on met dans le cartésien beaucoup de choses que Descartes n'aurait pas mis. Alors je crois qu'il est très intéressant de voir que et le séminaire et le livre sont travaillés par cette tension entre mort et résurrection de l'auteur, mort et résurrection du sujet. Je vous en donne quelques exemples pour ne pas monopoliser la parole, parce que là, dans ces cas-là, c'est un abus de pouvoir, au bout d'un moment. L'usage que fait Barthes de Lacan, je vous en ai parlé tout à l'heure, et la montée en puissance de Lacan. Qu'est-ce que c'est que la lecture que fait Barthes, sans doute très contestable, de Sarrazine? C'est de montrer un homme, Sarrazine, qui refuse d'entrer dans le symbolique. C'est-à-dire dans la loi collective, la loi du Père, c'est la parole collective, et qui préfère rester dans l'imaginaire, dans l'ombre de la mer, on dira, dans l'ombre de la littérature, qui préfère en quelque sorte se contempler dans le miroir de l'imaginaire. Alors c'est peut-être une illusion du moi, mais on est tout de même dans quelque chose comme une résistance du subjectif au symbolique général. Et c'est le sens profond de SZ. Je suis encore vivant, et dit le sujet, et je me manifeste par ce refus du symbolique. Autre manifestation du sujet, de la subjectivité, c'est, et on pourrait le dire dans toute l'œuvre de Barthes, l'apologie du neutre. Ni l'un ni l'autre, mais la troisième voie qui n'est pas une voie dialectique. Or, l'analyse du castrat, c'est-à-dire ni un homme ni une femme, bon, un castrat est un homme, mais ni un homme ni une femme, d'une certaine manière, c'est un moyen pour Barthes de penser, là encore, une troisième position, et dans un domaine qui est celui de la sexualité, qui fait du castrat, bien entendu, on peut le lire comme une métaphore de l'homosexualité aussi. Donc il y a quelque chose qui est très profond chez Barthes, la revendication d'une autre sexualité, et on pourrait d'ailleurs voir comment très souvent le castrat devient métaphore de l'homosexuel dans la littérature de cette époque-là. Je vous renvoie à un roman que je n'aime pas beaucoup, mais qui est Le Porporino de Dominique Fernandez, qui lui aussi associe les deux de façon très très forte. Donc le castrat comme moyen de penser une autre sexualité, là encore, sortir des sentiers communs.
Bon, même si Barthes n'était pas le seul à être homosexuel, ça va sans dire. Mais c'est toujours marqué une différence. Et troisième élément qui me permet de marquer cette différence, cette résistance du sujet et cette réapparition progressive, c'est une drôle de dialectique entre l'écriture et la lecture. Parce que, au fond, je voudrais terminer avec le fameux texte « La mort de l'auteur », qui parle beaucoup de Sarrazine et qui a été écrit en même temps que le séminaire ESZ. Barthes nous annonce la mort de l'auteur. Il dit au fond, l'auteur meurt avec la notion, naît et meurt avec la notion d'individu. Ça parle, c'est l'intertextualité qui domine. Et ajoute Barthes, ça c'est très intéressant, finalement, c'est le lecteur qui crée le sens, théorie de la réception, qui était tout à fait bien reçue à ce moment-là en France. C'est le lecteur qui écrit le texte, qui crée le sens et qui affirme, en quelque sorte, le sens du texte. Mais si on fait du lecteur un auteur, puisqu'on a dit que lire, c'était déjà écrire, si on fait du lecteur une sorte d'auteur, un auteur qui s'affirme comme sujet dans cette lecture et qui crée le sens, est-ce qu'on n'est pas en train, dans les bagages, de faire revenir l'auteur indirectement? Je crois que c'est une des idées qu'on pourrait développer, que je ne développerai pas maintenant. Au fond, cette exaltation du lecteur comme créateur du sens au détriment de l'auteur. Mais en même temps, le fait de faire du lecteur un auteur, l'auteur du texte, c'est d'une certaine manière l'idée de remettre sur le devant de la scène l'idée d'un auteur. Et il suffira, dernière étape, que le lecteur se mette à écrire pour de devenir véritablement un auteur. Et c'est ce que dit Barthes, il faut que le lecteur devienne critique, devienne lui-même écrivain. Donc il y a une sorte de jeu extrêmement subtil qui consiste à tuer l'auteur et à le faire revenir par la complaisance du lecteur, qui n'est jamais que l'intermédiaire entre deux auteurs, un auteur qui est celui de l'herméneutique, un autre auteur qui est d'une manière tout à fait différente. Alors quel serait ce nouvel auteur ? Quel serait ce nouveau sujet ? Je vais terminer là-dessus. Je crois que la clé est donnée de façon très peu prestigieuse par un des fragments les plus séduisants de Roland Barthes par Roland Barthes, que j'aime beaucoup citer, c'est comme les porcs épics, c'est « j'aime, je n'aime pas ». Vous connaissez cette énumération, c'est presque le degré zéro de la littérature. Il s'agit de deux listes que fait Barthes, l'une de ce qu'il aime et l'autre de ce qu'il n'aime pas. J'aime l'accueil québécois. Je fais, c'est pas ce que dit Barthes, je fais à ma manière. J'aime ce que j'ai découvert culinairement, le bagel. Je trouvais ça, je connaissais pas. Voilà. Je voudrais faire cela en revenant. Alors je n'aime pas, je n'aime pas les voyages en avion quand ils sont trop longs. Je n'aime pas les volcans, etc. On pourrait s'amuser à faire un. Bon, alors ce que dira Barthes, et là je vais revenir à lui, c'est que au fond, aucun des éléments qui composent l'énumération n'est original. Tout le monde peut aimer les bagels, tout le monde peut aimer la poutine. On m'a beaucoup parlé hier de la poutine, on peut la détester. C'est pas original. Mais nous avons tous une manière originale de combiner des éléments qui sont communs à tous. Au fond, ce qui est original, ce n'est pas le matériau de départ, c'est la combinaison que nous produisons avec lui. Et chacun est original parce que la combinaison n'est pas la même que la nôtre. Ce que dit Barthes, c'est « mon corps n'est pas le même que le vôtre », c'est sa conclusion. Alors, ce qui vaut pour le sujet, vaut aussi pour l'auteur. Parce que, certes, si la littérature est tissée de références intertextuelles, bien évidemment, mais chaque auteur combine à sa manière ces éléments et, à l'arrivée, Balzac ne ressemble pas à Stendhal, Sarraute ne ressemble pas à Robbe-Grillet, et finalement, la littérature est un moyen détourné de faire revenir par la combinatoire des éléments extrêmement banals, qui ne sont pas originaux comme éléments de matériaux, mais qui sont originaux par la combinatoire qu'il donne. Voilà, je crois que s'il y a un retour de l'auteur et s'il y a un retour du sujet qui se prépare dans ce séminaire, eh bien c'est sous l'angle de la combinatoire, mais cela n'apparaît pas encore très nettement dans le texte, mais c'est préparé par le séminaire et c'est préparé par SZ. Je voudrais maintenant vraiment conclure, et comme le sujet portait sur le style, il faut quand même que je parle un petit peu du style, et je voudrais traiter le sujet au moins en conclusion, mais aboutir à cela. Au fond, quand on parle du style, il y a deux grandes lectures possibles. La première lecture, c'est une lecture qui est aristotélicienne et qui est de lier le style à un genre. Le style élevé caractérise la tragédie et l'épopée comme genre. Ça, c'est la première grande lecture qu'on peut faire du style. La seconde lecture qu'on peut faire du style, c'est une lecture qui naît du commentaire de Buffon, mais on fait un commentaire en fait en sortant la phrase de son contexte, on la modifie. Mais ça, c'est pas grave. Le style, c'est l'homme. On associe le style à la singularité. Donc, il y a ces deux grandes lectures du style. Et je crois que le séminaire de SZ associe ces deux lectures du style, deux lectures de pensée, de manière d'être. Il me semble que, j'essaie de le montrer, le séminaire de SZ fusionne en quelque sorte, pense les deux définitions du style en même temps. La première, c'est que je crois que le style du séminaire montre très clairement le glissement
donc on est dans le genre là, hein, le glissement d'une parole à une écriture. Hein, et ce serait le propre du séminaire, comme genre, de montrer ce glissement de la parole à l'écriture dans tous les sens possibles du terme. C'est la première acceptation du style. Hein, là, on est lié au genre. Le genre séminaire, c'est de montrer le glissement de la parole à l'écriture. Mais on va aboutir aussi au second sens du mot style. Finalement, in fine, j'ai quand même traité le sujet. Hein, le second sens du mot style, c'est que le style du séminaire, c'est aussi ce glissement qui nous permet, de façon obsessionnelle, de passer de la collectivité, de la culture, hein, du symbolique, à la singularité. Hein, donc, d'un glissement de la parole à l'écriture, il faut, à ce glissement-là, il faut ajouter un autre glissement, cette obsession barthésienne de construire une singularité, d'exister au cœur des autres avec les autres, mais pas comme les autres. Voilà, je vous remercie. Hein, excusez-moi si j'étais un petit peu long.